Il est 7h11 à l'émission que l'Outaouais se lève avec Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, Fred? Ça va comme c'est mené, et toi? Oh, c'est très bien mené, donc ça va très bien. Oh! Voilà, ben, tu vois, ça, c'est une formule de feu mon grand-père qui visait la responsabilisation de l'individu. Exact. Hein? Exact. Puis, Ben, fait que c'est bien mené? ben c'est bien mené. C'est bien mené. On est de bonne humeur, on est travaillant, on est productif, puis on a hâte aux vacances. Oh! Fait que Lucien Bouchard serait fier de toi. Lucien Bouchard, tu sais qu'en quelque sorte, c'est, je vais te le dire, faire une confidence, Ouais. c'est Ouais, comme non? pour moi une idole. Ah, ben, je comprends, pour plusieurs autres aussi. Mhm. Mhm. As-tu rencontré? Je l'ai déjà rencontré, mais j'étais bien trop gêné d'y dire. Un. Deux, j'ai lu le livre de sa vie. J'ai lu le livre de sa vie. Puis moi, cet homme-là, dans sa manière de s'exprimer, de faire la part des choses, j'ai toujours beaucoup aimé M. Bouchard. Il n'y a pas eu beaucoup de politiciens qui ont eu autant d'ascendants sur une courte période, dans son cas, là, mais quand même. Mhm. Sur l'univers politique québécois. Rappelle-toi quand il est rentré là, pendant la campagne référendaire de 95, le oui avait de la difficulté à faire 40 là. Avec Jacques Parizeau, ça pataugeait pas mal, puis il était à 37, 38. Puis quand il a nommé Bouchard comme négociateur du camp du oui, Mhm. ça a explosé jusqu'au score qu'on connaît, là, 49,6. Puis mon chum Charles Chevrette, qui était son directeur de campagne à l'époque, son chef de cabinet, si tu veux, m'avait dit, écoute, il dit, le monde faisait la file pour juste le toucher. Il me demandait, est-ce que vous pensez que je peux le toucher? Tu sais, quand il est revenu, là, un peu Oui, miraculé, oui, évidemment, oui. après son opération. La bactérie mangeuse de chair, là. Exact. Écoute, il dit, j'avais l'impression d'être le chef de cabinet du frère André. Et ça, moi, je l'ai rencontré une couple d'années plus tard parce que je l'avais fait venir à la fac de droit de l'Université de Montréal. Là, j'étais dans le conseil étudiant, c'est moi qui s'occupais de ça. Et quand il te donne la main, là, puis il dit « Bonjour », et je suis tabouère, je te jure, là. Il y a comme oui, bonjour, bonjour, bonjour. Les gens perdaient leur mot. Il n'y a pas eu, tu sais, tu as eu René Lévesque aussi, ça a été un autre personnage mythique, mais Bouchard, dans cette courte période-là, là, est pelaille. Au-delà de ses orientations politiques, je trouve que dans l'art d'expliquer, de valoriser des arguments pour que... Puis tu sais, je pense qu'il y avait une certaine logique, mais une capacité d'expression hors de l'ordinaire. Moi, c'est ça qui me fascinait de cet homme-là. Tu sais, même si des fois, je n'étais pas d'accord avec lui sur des affaires, quand il avait fini de l'expliquer, j'étais plus sûr, je n'étais pas d'accord. Tu comprends? Écoute, c'est un des bons avocats qu'on a eu au Québec. Puis ce gars-là, il ne faut pas que tu oublies, hein, il était ministre de l'Environnement sous Brian Mulroney. Mm-hmm. Il était considéré comme un excellent ministre. Puis il a claqué la porte par la suite du gouvernement conservateur, donc de Mulroney, pendant l'accord du lac Meach qu'il trouvait insatisfaisant. Puis ça, Mulroney, il en a voulu presque à la toute fin. Ils se sont réconciliés à la dernière minute. Oui. Pourquoi? Ben parce que Mulroney puis lui, c'était des chums de la fac à l'époque. Il était des chums d'école à l'époque. Dans son livre, il en parle. Il était comme les 4 mousquetaires ensemble. Là. Ah bon, ben tu vois, puis Mulroney, il avait de la peine, évidemment, il s'est senti trahi, mais aussi, c'est que Bouchard, à lui seul, a failli faire foirer le lac Meach avec le Québec. C'est pas des farces, là. Mm-hmm. Et t'imagines, un gars là, qui est ministre de l'Environnement, là, c'était pas Jésus non plus, c'était pas si connu que ça à ce moment-là. Non. Mais en quittant le gouvernement, ça s'est mis, les colonnes du temple se sont mis à shaker. Fait que toi, t'es Mulroney, là, et Pelaye, ça a failli passer proche. Je sais pas pourquoi qu'on est parti sur Lucien Bouchard, d'ailleurs. Ben, on parlait de la productivité. Ah, c'est bon. Sommes-nous pas assez ou trop exigeants envers nos politiciens? C'est ça ta question ce matin. Ben, je serais curieux de t'entendre là-dessus parce que moi, je sais pas pour toi, mais moi, je suis mitigé. Je trouve qu'on est parfois trop exigeant et ça a l'air ironique de dire ça ou paradoxal. Puis parfois, je trouve qu'on ne l'est pas assez, puis je m'explique. C'est que je suis pas sûr qu'on est exigeant pour les bonnes raisons tout le temps. Je te donne un exemple. Tu sais, on critique souvent les politiciens en bloc. Hein? Ah, ils font rien. Ah, si, ah, ça, c'est tout pareil, blablabla. Bla, bla, bla. Puis ça, tu vois, ça, je trouve pas ça honnête. Parce qu'il y a un beau vieil adage qui dit qu'on a les gouvernements que l'on mérite. OK?
Puis ça, tu sais quoi, j'y crois pas mal. Parce que moi, les politiciens que je connais, puis j'en connais quand même beaucoup, puis toi encore plus, ben, ils travaillent fort, puis ils sont honnêtes. Puis de manière générale, là, ils font ce qu'ils ont à faire. Fait que ça, là-dessus, je trouve qu'on n'est pas nécessairement, comment je te dirais, tu sais, pour l'ensemble des députés, là, par exemple, je trouve qu'on généralise assez fort, merci. Par contre, pour certains gouvernements, comme celui-là actuellement à Québec, OK, je vais juste viser lui, là, il est encore à 24 % dans les sondages. C'est bien correct, c'est la démocratie, les gens votent pour qui ils veulent. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est une catastrophe tout ce qui se passe? Regarde en matière de santé, regarde en matière d'éducation, regarde en matière de finances publiques. Ils ont tout siphonné dans le temps de dire tous les projets ont été, sans exception ou à peu près, ont été des catastrophes. Le scandale de Saclic, Norvolt. Je veux dire, c'est énorme, là, ces histoires-là. Et la dernière élection, rappelle-toi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont promis des chèques de 500 piastres. Tout le monde, ou à peu près, écoute, ils donnaient des chèques qui faisaient 100 000. Oui, mais là, ce serait insulter l'intelligence des gens de penser que c'est juste le chèque qu'ils ont fait voter pour la CAQ. Je veux dire, il n'y avait pas un autre parti qui était rodé, qui était prêt, puis qui avait les arguments pour être capable de leur subtiliser le gouvernement. Là, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo. Là, ils ont fait assez d'erreurs pour qu'on choisisse peut-être. Je pense que le peuple québécois va peut-être se réserver le droit de choisir un autre gouvernement. Ben oui, ben évidemment, mais tu sais que dans certains régimes à travers le monde, c'est interdit. Interdit quoi? Hop, on a perdu Fred. Un peu. On va essayer de retrouver Fred. On va essayer de refaire la connexion avec notre ami Fred Bérard. OK. T'es-tu encore là? Ben, je me suis fait couper le sifflet. Ben oui. Ben, on ne paye pas les factures ici, dernièrement, fait que... Ben, dites-moi les, je vais vous en avancer un peu. Alors, je suis en train de te dire qu'aux prochaines élections, après, tu sais, ce qui s'est passé, je pense que là, on dirait que il y a des gouvernements ou en fait des partis politiques qui vont présenter de réelles options au peuple québécois. Puis là, ben, on verra bien ce que les Québécoises et les Québécois vont décider. Mais aux dernières élections, même s'ils ont donné des chèques, moi, je crois pas que c'est ça qui a fait gagner la CAQ. Gagner, non, je dis pas ça, parce que je pense qu'il aurait gagné quand même. Mais regarde le nombre de députés du premier mandat puis le nombre de députés du deuxième. Ils sont allés en chercher 25 de plus. C'est énorme, là. Et je te dis pas encore une fois que c'est juste les chèques métiers, que cette question de chèque-là, dans plusieurs régimes à travers le monde, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de promettre des chèques dans une élection. Parce que c'est considéré comme étant de la fraude. C'est considéré comme tu achètes l'élection. Puis tu sais quoi, moi, je blâme pas nécessairement les gens, parce qu'il y en a là-dedans qui en avaient vraiment besoin. Mais regarde le cynisme de ce gouvernement-là, c'est de dire, ben, on va monter ça jusqu'à 100 000. Il y a des gens qui vont vouloir le prendre. Le chèque, en plus, on le promet pour Noël. Il y en a qui vont tomber dans le panneau. Ça pour dire que là, aujourd'hui, on est quoi? Moins 13 milliards de déficit. On n'a plus une scène pour rien, notamment pour les hôpitaux. On parlait de l'hôpital de Gatineau l'autre fois, qui est une catastrophe. Celui de Mont-Laurier, on en a parlé aussi. C'est une catastrophe, Maisonneuve-Rosemont. Non, mais c'est pas juste l'hôpital, Fred, ça va plus large que ça. Moi, là, je regarde pas la bannière gouvernementale qui est au pouvoir. Moi, je pense qu'aux prochaines élections, là, le combat que la région de l'Outaouais doit mener, c'est, excusez, on paye des taxes comme les autres, là, puis on aimerait ça avoir, comme les vieux ils disent, là, on aimerait ça avoir notre écho. C'est-à-dire avoir ce qu'on devrait avoir, autant que les autres, du moins. Puis actuellement, c'est pas le cas. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est plate dans ça? Puis encore une fois, c'est que les députés de notre région, à la limite, là, devant ce qui se passe, ils devraient se battre avec leur boss pour avoir ça. Tu sais, je dis pas que Mathieu Lacombe doit claquer la porte de la CAQ, mais bien proche. Tu comprends? Ben, écoute, qu'est-ce que Mathieu Lacombe, puis là, on parle de lui, mais on pourrait parler d'autres députés, par exemple, dans le coin de Mont-Laurier, partout. C'est-à-dire, ils sont pognés dans une machine. Puis tu vois, c'est là, moi, que là, j'en veux aux politiciens, en quelque sorte. Si tu es sérieux, démissionne.
Ouais, mais tu sais, ça se fait pas de même. Pourquoi ça se fait pas de même? Ça se faisait, ça, dans le temps de René Lévesque, dans le temps de Robert Bourassa, puis dans le temps de Trudeau, puis dans le temps de Mulroney. C'est là pour les bonnes raisons. Tu as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Bon. Charles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, le lac Meach, c'est de la boîte chaque moncan. Bye. Claro. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Aux prochaines élections, là, si les libéraux l'emportent, là, André Fortin, qui est le critique libéral en matière de santé au Québec, s'il ne nous ramène pas la parité ici, là, per capita avec le reste du Québec, va être le premier à crier « Mettez-moi ça dehors, Fortin ». Comprends-tu? Parce que ça fait 4 ans qu'il se bavasse, puis qu'il chiale, puis qu'il dit, puis qu'il c'est ci, puis c'est ça. Ben là, si son gouvernement est élu, André Fortin va devenir le king de l'Outaouais, puis il va falloir que lui, il se présente au bâton avec des statistiques pour qu'on nous prouve qu'on est capable d'avoir notre écho, notre part du gâteau dans les impôts qu'on paye au gouvernement du Québec. Puis si jamais il ne le fait pas, ben on va le crier. Ben, on le sait que tu vas le crier. C'est pas une question de parti. Ça, d'après moi, c'est clair. Puis je vais t'en donner un autre exemple. Écoute bien ça, celui-là, il est fort aussi. Oui. En 2012-13, tu te rappelles la Charte des valeurs du Parti québécois avec Pauline Marois et Bernard Drainville. Bon, moi, je trouvais que c'était épouvantable, cette affaire-là. Et je me ramasse en Écosse avec une gang de ministres du Parti québécois parce que je couvrais le référendum écossais, donc en 2014. Et là, je parle à un de ces ministres-là, qui est un chum par personne interposée, blablabla, on prend un scotch, 2 scotch. Puis là, je dis, qu'est-ce que vous faites avec cette charte-là? Ça n'a pas de maudit bon sens. Et là, il me dit, écoute, tu me connais, Fred, je trouve ça écœurant, je me suis battu au Conseil des ministres contre ça, mais Drainville a gagné, je trouve ça épouvantable aussi, j'ai vraiment un malaise. Ben, j'ai dit, démissionne, bout de Chris. Il dit, ah, ben là, c'est pas de même, ça marche, là, j'ai une hypothèque, j'ai 2 enfants. OK, fait que finalement, la politique, c'est une job. Fait que tu vas avaler couleuvre pour avoir ton chèque. Tu sais, tu vois, ça m'écoeure. Je vais te dire, ben franchement, là, ça m'écoeure. Oui, je trouve qu'on devrait juger davantage les politiciens qui font ces contorsions-là. Si tu es un politicien puis tu dis pas ce que tu penses, tu dis le contraire parce que tu sais que ça va être payant, ouais, tu as peur de démissionner. Oui, mais c'est facile à dire. Je comprends ton point. Je suis d'accord sur le principe. Mais Fred, c'est des humains aussi, puis ils ont des familles, puis ils ont besoin d'un revenu, là, veut dire... Ben non, là, je suis en désaccord avec toi. Tu vas pas en politique pour avoir une job. Va ailleurs, va chez Dairy Queen si tu as besoin. Non, mais la réalité, c'est que tu le fais pas pour avoir une job. Tu le fais parce que tu veux contribuer à ta société. Quand tu es passé dans la machine à saucisse, puis tu vois que tu n'es plus capable de contribuer, puis que la machine à saucisse n'est pas ta saveur, ben qu'est-ce que tu fais? Tu démissionnes, tu mets ta famille en péril, parce qu'au bout du compte, là, peut-être pas toi, mais il y en a pas mal qui ont encore besoin d'un salaire pour vivre. Attends une minute. Si t'es ministre, c'est parce que tu as fait quelque chose avant, puis tu vas être capable de faire autre chose après, là. Faut pas ambitionner, là. T'es pas là à te chercher une job sur l'assistance sociale, puis je le dis en tout respect pour ceux qui reçoivent des chèques. Tu dis, ben là, j'aimerais ça avoir une job, tiens, je vais devenir ministre. Je serais curieux d'avoir en entrevue ce matin M. Mathieu Lacombe, là, savoir s'il démissionne de sa job parce qu'il n'est pas content de son gouvernement, s'il va être capable de continuer à vivre. Ben, il va falloir qu'il te pose la question parce qu'en 2026, tant qu'à moi, il va perdre sa job. Fait qu'il est besoin de préparer son avenir tout de suite. Faut que je t'arrête là-dessus. C'était une pas pire de conclusion. Bon, ben, non. Comme dirait Lucien, travaillez. Ouais. Pensez-vous que les Chinois se reposent, hein? Salut, mon frère. On s'en parle plus tard cette semaine. On va faire ça. Bye. C'est sûr qu'il ne fait pas ça pour le salaire. C'est certain, officiel. 7h25, restez là dans quelques instants. Un guide de pêche. Il ne va pas nous montrer des trucs comment prendre du doré. Il en connaît beaucoup. C'est un excellent guide. Mais il va nous parler de mercure dans le poisson. Manquez pas ça.